Merci surtout à toute l'équipe de l'Université ouverte. Je suis ravie d'être parmi vous. L'équipe a bien travaillé pour moi. Je suis vraiment très touchée par tout ce qu'ils ont fait. Alors, le livre. Sans doute, la première chose que vous vous demandez, c'est comment ça se fait qu'une Américaine travaille sur le grand siècle et sur l'Inde au XVIIe siècle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pourrait vraiment nous dire, nous qui sommes français, etc. Alors, j'ai commencé à explorer cette histoire parce que, comme Nicolas a dit, je suis spécialiste de la littérature et de la culture française du XVIIe, mais je suis aussi mariée à un Indien, si présent. Et donc, ça fait que... Voilà. Et voilà notre fille aussi, qui a même fait le déplacement de New York. Donc ça, c'est pas mal. Donc, depuis 30 ans, je vis entre la France et l'Inde. On fait souvent, on voyage beaucoup. Et les États-Unis, un peu moins les États-Unis, hein, parce que je préfère la France. Et je vis aussi au XVIIe siècle. Donc, mon entourage est toujours en train de me dire, mais Faith, quand même, nous sommes au XXIe siècle, il faut sortir un peu. J'ai les seuls enfants qui ont dit, maman, il faut encore aller à Versailles, encore. Et ça, je ne peux pas expliquer. C'est tout simplement que ça a toujours été une passion. Le XVIIe siècle français depuis que je suis toute petite. Alors, le regard finalement que je porte sur le monde et sur les textes produits par ce monde est quelque peu différent de la majorité des chercheurs. Je me distingue aussi des historiens, comme Nicolas vient de le dire, un peu des historiens en général, parce que je mélange vraiment la littérature et l'histoire. Les archives, je fais beaucoup de travail dans les archives, mais ce qui m'intéresse avant tout, ce sont des textes. Et je vois l'histoire comme un texte aussi, un texte à être examiné, c'est la langue qui m'intéresse. Donc ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est comment on dit quelque chose. Et puis la réception de ces textes, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ce qui me distingue aussi, c'est le fait que je travaille avant tout sur les femmes écrivains, et surtout l'histoire des salons, les salons 17e, 18e, surtout en France. Je me souviens quand j'étais à l'école normale, quand je faisais ma thèse, j'ai fait une thèse, mon doctorat à Princeton. Mais j'étais à l'école normale et les étudiantes qui étaient là avec moi m'ont dit, quand j'ai expliqué que je travaillais sur Madame de Lafayette, sur la Grande Mademoiselle, sur Madame de Villedieu, c'était il y a très longtemps, hein. C'était aux années 80, personne ne travaillait sur les femmes écrivains à cette époque-là, surtout pas en France. Et on m'a dit, mais on vous permet de faire ça? C'est vraiment pas sérieux, hein? Mais pour moi, ces femmes étaient aussi des historiennes. Donc, quand j'ai lu, par exemple, La Princesse de Clèves, pour moi, c'était un livre d'histoire aussi. Alors, j'ai consacré 30 ans de carrière à faire connaître les femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle, surtout au XVIIe. Je fais parler des silences de l'histoire, comme Michel Perrault, qui est un grand modèle pour moi. La couverture du livre, excellent, magnifique couverture. On a beaucoup travaillé avec l'artiste, Benjamin Van Blanck, qui a créé cette couverture pour moi pour bien refléter
ce qu'il y a dans ce livre. Et c'est sans doute une histoire qui est très différente que l'histoire que vous connaissez déjà. Si vous êtes comme moi, et sans doute, on a à peu près le même âge, je crois, quand j'ai appris l'histoire du grand siècle, c'était Corneille, Racine, Molière, Descartes, Boileau, etc. Molière, si on connaissait les femmes, c'était les femmes savantes qui étaient aussi des précieuses ridicules. Un point, c'est tout. Le dessin, donc ici, la couverture, on voit d'abord, et on n'en parlait évidemment pas de l'Inde en même temps. Je ne savais même pas, il y a 40 ans, que le Taj Mahal était construit 30 ans avant Versailles. On ne mettait jamais... donc Versailles, c'était tout nouveau, etc. Alors, dans ce livre, c'est Versailles qui est en haut, représentation de Louis XIV en bas, entouré par les paons, qui représentent la sagesse indienne, et puis ces femmes et un homme. Donc ça, c'est censé représenter un salon. Quelle est la différence avec les idées reçues que vous avez des salons? D'abord, ces femmes ne sont pas très laides, elles s'amusent, elles lisent. Je tenais vraiment à ce qu'elles aient des livres parce que ces femmes écrivaient, mais elles lisaient aussi, elles étaient aussi des critiques littéraires. Et puis un homme qui est parmi elles. C'est un salon qui est ouvert au monde. Ce n'est pas un salon, les salons en général n'étaient pas des lieux fermés. C'était des lieux où on avait des hommes et des femmes qui se rencontraient et leur savoir, leur discussion dépassaient de loin les murs des salons. Donc c'est une image bien différente de l'image que Molière, par exemple, nous donne des femmes savantes. Et ça, c'est l'image que j'ai pu, après 20 ans de recherche, établir. Et ça va être le centre, finalement, de cette histoire de Versailles à la rencontre du Taj Mahal. Ce salon est placé entre les représentations de l'Inde et de la France du XVIIe siècle. La couverture, donc, représente le sujet du livre. Mon argument est que les conversations qui ont lieu dans les salons, nourries par des lectures, nourries par des discussions autour des textes, parce qu'on ne lisait pas tout seul au XVIIe siècle. On lisait ensemble. C'était la meilleure façon de lire. L'historien Roger Chartier, par exemple, a fait toute une carrière sur l'histoire de l'imprimé. Et la façon d'aborder des textes, ce n'est que vraiment au XVIIIe siècle qu'on commence à lire seul. Sinon, les gens partageaient ensemble. Donc, les conversations autour des livres ont une énorme influence. La conversation n'est pas donc seulement un passe-temps. C'est une manière de créer des connaissances, de créer le savoir, pas seulement de transmettre. C'est pour ça que je n'ai pas un homme. Au début, il y avait un homme qui lisait aux femmes. Même mon fils a dit, mais maman, c'était pas ça les salons. Donc, il avait bien appris. Voilà. J'ai dit, non, c'est pas ça. Donc, on a changé. On participe ensemble. Tout le monde, c'est un travail collectif. Alors, comment est-ce que je suis venue finalement à penser l'Inde? Pas seulement le fait que je suis mariée à un Indien. En lisant depuis très longtemps, j'avais été frappée par des références à l'Inde. Dans des textes, parmi les textes les plus célèbres du XVIIe siècle. Alors, si vous connaissez ce célèbre roman La Princesse de Clèves, qui est mon roman fétiche, il faut dire que j'ai 2 livres sur La Princesse de Clèves, y compris un livre Comment enseigner la Princesse de Clèves. Donc, c'est un roman que j'adore. Il y a un moment qui m'avait toujours intéressée. Voilà, on voit, et ça c'est une gravure du XIXe siècle, mais
Il vit, ça c'est Monsieur de Nemours qui est en train d'espionner la princesse de Clèves, il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire qu'il avait portée quelque temps. Tout le monde parle de la canne de façon souvent bizarre, mais personne ne s'était interrogé pourquoi une canne des Indes. La Fontaine, 2e volume de fables, il commence en disant « J'ai jugé à propos de donner la plupart de celles-ci un air et un tour un peu différent. Je dirais par reconnaissance que j'en dois la plus grande partie à Pilpé, sage indien. » Son livre a été traduit, voilà. Et puis, Madame de Sévigné, amie évidemment de Madame de Lafayette, « Ma bonne, elle a écrit à sa fille, apportez-moi votre vieil éventail, votre vieille robe de chambre des Indes. De l'un, je vous ferai faire un petit tableau, de l'autre, un petit paravent. Et puis, un peu plus tard, je vous remercie, ma chère bonne, d'avoir pensé à me chercher une robe de chambre des Indes. » Et ce ne sont pas les seuls, mais il y a des références comme ça qui apparaissent, et je me suis dit, mais pourquoi des Indes? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire, tous ces auteurs, quand ils parlaient des Indes? Pourquoi Lafayette, surtout dans une scène qui était la scène la plus imaginative de son roman, une scène qui était très, très critiquée au XVIIe siècle, une grande querelle autour de la princesse de Clèves. Pourquoi mettre une canne des Indes? Alors, j'avais été frappée donc par tout ça, et puis j'ai découvert que tous ces auteurs, toutes ces personnes s'étaient réunis au XVIIe siècle chez un certain salonnier. Donc, dans un seul salon, une salonnière qui s'appelle Madame de la Sablière, qui n'est pas très connue. Marguerite de la Sablière, on la confond souvent avec Madame de Sablé, qui était l'amie de La Rochefoucauld, mais ce n'est pas la même personne. Donc, Madame de la Sablière tenait le salon qui était le plus intellectuel et le plus hétéroclite du XVIIe siècle. Son salon allait à peu près 1670 jusqu'en 1682-83. Mais elle rassemblait un groupe varié d'intellectuels, de chefs religieux, de protestants. Elle était elle-même protestante, aussi bien que catholique, et d'écrivains, politiciens, des scientifiques, des voyageurs, les noms finalement les plus célèbres du monde culturel, politique, religieuse et intellectuelle du XVIIe siècle. Et elle était connue par tout le monde, des gens qui venaient même dans le nord de la France pour assister à ce salon. Charles Perrault était là, Madame de Maintenon y assistait, Fontenelle, beaucoup de personnes. Et Lafayette, etc., tout le monde qui était là écrivait aussi, et exactement en même temps. Donc c'est un groupe qui était extrêmement divers. Des personnalités avec des idées communes, mais aussi souvent radicalement opposées. Mais c'était ouvert à tout le monde d'en parler. Elle était une femme savante. Elle avait même un télescope sur son toit. Et dans les histoires de l'astronomie, notre science, elle est souvent citée comme une femme qui connaissait parfaitement l'astronomie. Elle savait aussi le grec et le latin, et était extrêmement savante, mais pas critiquée du tout. Donc ce n'est pas la Philomathe des femmes savantes de Molière. Aujourd'hui, quand on connaît la Sablière, on la connaît comme la mécène de La Fontaine. Donc si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle était, La Fontaine habitait chez elle. Et elle l'appelait même Mon La Fontaine. Elle était très fière d'avoir son La Fontaine. Mais fascinant, il n'était pas la seule personne qui habitait chez elle. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle François Bernier. Alors,
Et quand je suis tombée sur François Bernier, j'ai dit, mais voilà, tout s'explique maintenant. Pourquoi? Qui est François Bernier? C'est un philosophe, il était le secrétaire du philosophe Gassendi, mais qui a passé 10 ans en Inde. Donc il est allé en Inde 758 et il est reparti 768. Donc il était d'abord avec l'empereur Shah Jahan, qui était celui qui a fait construire le Taj Mahal. Ensuite, chez son fils Aurangzeb. Il était médecin, un peu. Il avait passé 4 mois à Montpellier pour apprendre la médecine, mais donc pas vraiment médecin auquel on veut vraiment se fier, mais quand il était allé en Inde, on l'a accepté à la cour comme médecin. Mais il était surtout avec le ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui s'appelle Dinesh Khan, et ce monsieur voulait tout savoir sur l'Occident et surtout sur la France, qui était connue quand même comme un milieu extrêmement cultivé. Bernier a donc parlé avec ce monsieur pendant 10 ans. Même chose, donc c'était un échange entre les deux. Fascinant, Bernier est allé en Inde seulement par curiosité. Ce n'était pas un marchand, ce n'était pas un missionnaire. Et tout le monde était fasciné par le fait qu'on avait enfin un philosophe, une vraie personne, quelqu'un d'intelligent, qui pouvait raconter ou qui pouvait leur dire ce que c'était que l'Inde. Certains intellectuels ont tenu une correspondance avec Bernier pendant tout son séjour. Donc, ils envoyaient constamment des lettres. Ça nous paraît incroyable aujourd'hui quand on pense, voilà, envoyer des lettres de Paris en Inde, mais c'était tout à fait faisable. Notamment, on avait Chaplin. Jean Chaplin était le secrétaire de l'Académie française. C'était aussi celui qui décidait qui allait avoir les subventions du roi Louis XIV. C'était un grand intellectuel aussi. C'était aussi un salonnier. Il était très attaché à certains salons et il a posé constamment des lettres, des questions à Bernier. Donc il a un peu orienté le regard de Bernier. Mais il a aussi, j'adore ces citations quand il dit, par exemple, voilà, je vous dirai avant toute chose que par-dessus vos talents naturels et vos sciences, la noblesse de votre courage d'avoir entrepris une si noble course, etc., dépourvu de tout moyen, il était pauvre, c'était un philosophe, il n'avait pas d'argent. Donc on lui envoyait constamment de l'argent aussi. La seule foi de votre vertu, un motif non pas d'un gain sordide qui de tout temps fait courir les marchands, il n'aime pas les marchands, mais celui de connaître et de profiter de cette marchandise illustre qui est si négligée par le commun des hommes et si estimée par les gens de sens et d'honneur. Il est assez beau que la seule passion de savoir vous ait embarqué dans les mêmes peines. Voilà. C'est cette passion de savoir qu'on reconnaissait. Et puis, il lui disait aussi, bon, puisque vous êtes là, apprenez la langue, parce que il se peut que personne de votre sorte et de vos inclinations n'ira peut-être jamais. Prenez la patience nécessaire pour vous satisfaire et vos amis. De tout point, vous serez peut-être le seul de cette qualité avec la capacité nécessaire pour en donner des relations sensées et fidèles. Parce que tous les autres, c'est pas fidèle. Lui demander aussi de regarder certaines choses spécifiquement. Donc, comme j'ai dit, il a vraiment formé le regard de l'Inde, sur l'Inde, notamment des femmes. Parce que, comme j'ai dit, il était aussi un salonnier. Mais ça montre aussi la place que les femmes avaient dans ce milieu culturel.
n'oubliez pas de regarder comment vivent les femmes. Alors, Bernier était donc un personnage exceptionnel pour son époque, et il a eu une expérience en Inde que la majorité des voyageurs n'avaient pas. Ses contemporains, ses savants, ses philosophes, les hommes, les femmes, reconnaissaient quelle chance ils avaient d'avoir enfin quelqu'un qui pouvait leur dire ce que c'était que l'Inde. Quand il est revenu, donc comme j'ai dit, quand il est revenu en France, il a habité avec La Fontaine et avec Madame de la Sablière. Et dans ce salon, il a non seulement animé le salon avec ses expériences, une conversation, etc., il a écrit des textes, 4 volumes de textes qu'il a, on pense peut-être commencer à rédiger avant de revenir, mais c'était des textes qu'il a décidé donc de publier une fois arrivé en France. Et ces textes sont aussi exceptionnels. Et même aujourd'hui, ce sont des textes qui sont connus comme les meilleurs textes pour apprendre ce que c'était que l'Inde moghole au XVIIe siècle. Je suis même tombée, quand j'étais en Inde dernièrement, je suis tombée sur des citations dans les journaux en Inde. Oh oui, comme François Bernier avait expliqué ceci, cela, parce que ce ne sont pas des récits de voyage. Ce sont vraiment des textes où il entre dans la mentalité, où il essaie de comprendre la mentalité des gens, la façon de vivre, etc. Alors, ce sont ces textes-là que, dans ce salon de Madame la Sablière, qui est tellement divers, etc., ce sont ces textes-là qu'on lisait ensemble et puis qu'on discutait. Et ce sont ces textes qui ont vraiment façonné le regard que les Français, parce que tout ça rayonnait de ce salon et de tous ces écrivains qui étaient les plus connus, ça façonnait finalement le regard qu'on portait sur l'Inde. Même 50 ans, 60 ans plus tard, Voltaire va se fier à Bernier pour son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, par exemple. C'est vraiment les textes de Bernier qu'on a valorisé le plus. Alors, pour mon livre, je traite quand même Bernier un peu différent que la majorité des historiens. Évidemment, les historiens s'appuient beaucoup sur Bernier, mais ils ont tendance à lire une toute petite partie, notamment une lettre qu'il avait rédigée pour Colbert. On se limite à ça. Moi, j'ai dit non, il faut lire tout, parce qu'il avait publié un tout. Et pour lui, il voulait créer des conversations à l'intérieur de son ouvrage et puis faire parler aussi des gens. Donc, l'autre problème souvent avec Bernier, c'est qu'on le lit en anglais, parce qu'il était très traduit par les Anglais au XIXe siècle. Mais ce n'est pas le même texte. Donc, la majorité des anglophones connaissent Bernier uniquement dans les traductions qui ne sont pas du tout fidèles. Et en plus, ils cherchent à montrer qu'ils choisissent certains passages pour montrer les raisons pour lesquelles il fallait conquérir l'Inde. Donc, c'était pour justifier la colonisation. Et ce n'est pas du tout le texte de Bernier. C'est bien avant la colonisation. On ne pensait pas du tout à coloniser l'Inde au XVIIe siècle, à cette époque-là. Alors, j'ai élargi le contexte et j'ai élargi aussi le corpus que j'ai étudié. Et j'ai essayé de recréer ces conversations. Donc, quand Bernier était avec Madame de Lafayette, par exemple, qu'est-ce qui l'aurait inspiré, Madame de Lafayette? Qu'est-ce qu'elle aurait compris de ces textes? Quelles étaient les conversations? Et l'argument central, c'est qu'en France, finalement, la réception de l'Inde, l'idée, le regard qu'on portait sur l'Inde était différent du regard des Hollandais, des Portugais, des Anglais, en partie et en grande partie à cause des salons,
à cause de Louis XIV, c'était quand même un milieu très spécial, et à cause de Bernier, puisqu'il était vraiment le centre de tout ça. J'ouvre donc, j'essaie d'ajouter un autre volet à cette histoire. Ce n'est pas une nouvelle, je ne remplace pas l'histoire qu'on a déjà connue, mais j'essaie d'ajouter une histoire des mentalités qui jusqu'à présent n'était pas très connue. Quelques exemples de ces conversations. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner une idée du livre en général. Quelques exemples de ces conversations. En quoi est-ce que les textes de Bernier se différencient d'autres textes à l'époque? D'abord, il met beaucoup l'accent sur les femmes. Donc, il a bien écouté Chaplin, quand Chaplin lui a dit « N'oubliez pas les femmes », mais c'était aussi parce que, à mon avis, il était entouré de femmes et il faisait partie de ce salon. J'ai dit que ce n'est pas seulement ce qu'un auteur dit, mais comment il ou elle le dit. C'est ça qui m'intéresse. Fascinant, si on voit Bernier, au début, son texte, son histoire de la dernière révolution ressemble au texte de Madame de Lafayette. Ça ressemble à un texte, à un roman. Fascinant parce qu'il a même publié ses textes chez Barbin. Barbin était le grand éditeur de tous les romans. Et les romans, à l'époque, étaient des romans historiques. Mais c'est plutôt pour plaire à un public. Il ne s'adresse pas à un public uniquement de savants, de philosophes, il s'adresse à un public mondain, à nous. Donc il veut justement qu'on commence à parler de l'Inde. Alors, dès le début, il met l'accent sur les femmes. J'ai cru même ne devoir pas oublier ces deux princesses, Jahannar et Roshanar, qui sont les filles, les princesses de Shah Jahan, les sœurs de Aurangzeb. Elles ont été les plus importants personnages de la tragédie. Les femmes dans les Indes ayant fort souvent la meilleure part de ce qui se passe de plus grand, quoique bien souvent on n'y prenne pas garde et qu'on se rompe la tête à en chercher d'autres causes. C'est beaucoup de femmes écrivains, quand elles écrivaient leurs romans historiques, elles disaient exactement la même chose. Les femmes étaient au centre de l'histoire. Vous ne le savez pas parce que les historiens ne le racontent pas. Donc Bernier, pour plaire aux autres, à ce groupe, il essaie vraiment d'attirer l'attention sur les femmes en Inde. Et ces femmes en Inde, finalement, ce ne sont pas des femmes orientales, comme nous avons tendance à penser. Ce ne sont pas des femmes dans les serails qui sont complètement enfermées. Chez Bernier, ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes qui même dominent souvent. L'exemple parfait pour lui, c'est Noor Jahan. Noor Jahan était une des femmes, c'était la 12e femme, c'était une des femmes du père de Shah Jahan. Ce qui est vraiment intéressant quand on y pense, parce que Bernier est en train d'écrire l'histoire de la dernière révolution, donc c'est-à-dire de Shah Jahan, quand il est là, quand il est présent, mais il va parler d'un empereur, donc une femme, donc Noor Jahan, qui vivait 30 ans avant. Donc Bernier n'a jamais fait la connaissance de Noor Jahan. Il ne la connaissait pas, mais il la connaissait probablement de nom. Et il voulait aussi faire parler de Noor Jahan au XVIIe siècle plus tard. C'était une femme qui finalement gouvernait, vraiment une femme forte. Il la décrit comme Jahangir, donc son mari, n'a jamais songé qu'à bien prendre la tasse et se réjouir, laissant la direction de son État entre les mains de sa femme. Cette
fameuse Noor Jahan. Et l'idée qu'il se réfère à Noor Jahan comme cette fameuse Noor Jahan, il faut interpréter ce genre de référence comme ça veut dire qu'elle était connue. Si cette fameuse, tout le monde devait la connaître. Donc, quelles étaient les conversations qu'on avait autour justement de cette fameuse Noor Jahan? Ça, c'est le genre de choses que j'ai essayé dans ce livre d'établir. Les femmes, ils parlent donc aussi de Jahanara, qui est la fille, comme nous avons vu, de Shah Jahan, qui était une écrivaine. Elle écrivait. Elle était aussi une femme qui pratiquait le soufisme, donc non pas l'islam. Et elle pouvait, les femmes dans ces récits et en Inde, avaient beaucoup plus de liberté qu'on ne pourrait penser. Et elles pouvaient même pratiquer même si elles étaient hindoues à l'origine, quand elles épousaient l'empereur, elles pouvaient continuer à l'intérieur du sérail, pouvaient continuer à pratiquer leur religion. Donc c'était beaucoup plus ouvert. Ça nous mène à une autre conversation qui est très présente dans les textes de Bernier, et ça c'est sur la religion. Nous sommes 1670-1680. Qu'est-ce qui se passe en France? La révocation de l'édit de Nantes, 1686. Madame la Sablière, protestante. Son milieu très mixte. Donc, évidemment, la religion les intéresse et les pratiques spirituelles, ça les intéresse énormément. Il se trouve, selon Bernier, mais selon beaucoup de voyageurs, tout le monde est étonné par le fait qu'en Inde, l'empereur, donc l'empereur moghol, n'essaie pas de forcer, de faire convertir les hindous. C'est une société où le pluralisme est vraiment en évidence. Et ça attire, c'est fascinant, surtout pour ce milieu en France, qui est en train vraiment de subir l'opposé. D'habitude, je parle beaucoup avec les mains, c'est très difficile. Voilà, donc ça, Bernier parle par exemple, et ça c'est les images, les miniatures qui sont venues justement, qu'on connaissait à l'époque. Quand on voit Jahangir, qui est de nouveau, c'est le père de Shah Jahan, donc bien avant le voyage de Bernier, mais on voit à droite, c'est Jahangir à l'intérieur de Serail en train de fêter Holi, qui est une des grandes fêtes hindoues. À droite, 1620, il tient un portrait de la Madone. C'est le seul empereur, mais aussi chef, même en Occident, de tenir une icône d'une religion qui n'est pas la sienne. C'est vraiment, et ça, c'était un peu l'image qu'on avait. Alors, quand Bernier parle, par exemple, de la sati, qui est quand la veuve se jette sur le boucher de son mari, tout le monde, tous les voyageurs en parlent. Lui, il dit, oui, mais attention, pour moi, je vais à mon tour vous écrire comme les autres, donc tout le monde en parle, pour donner une image là. Mais vous faisons néanmoins remarquer d'abord qu'il n'en est pas tout ce qu'on en dit, et qu'il ne s'en brûle pas en si grand nombre qu'au temps passé. Les Moghols sont ennemis de cette coutume barbare et l'empêchent tant qu'ils peuvent. Mais
ils veulent permettre aux hindous le libre exercice de leur religion. Donc, quand on lit ça dans le contexte d'une France sous Louis XIV, donc au milieu du 1786, on se dit, mais finalement, l'Inde est beaucoup plus tolérante que la France. Donc ce portrait de l'Inde a dû vraiment intriguer, je crois, tout ce public français. Et ça, c'est un des fils aussi qu'on voit dans les fables de La Fontaine, par exemple, ou chez Fontenelle. C'est cette idée qu'il y a une certaine diversité en Inde qui rend l'Inde, on n'ose pas dire un modèle, mais au moins ce n'est certainement pas un pays qui est moins cultivé ou un pays qu'on peut subjuguer. Une dernière petite conversation qu'on peut relever, là il s'agit des tissus des Indiennes. Donc le 4e chapitre, c'est plutôt la culture matérielle qui m'intéresse. C'est pour ça que je me suis habillée en indienne. Voilà. Parce que Bernier en parle beaucoup dans ton texte des Indiennes. Pourquoi? Parce que les Indiennes, ces tissus étaient extrêmement populaires au XVIIe siècle. Et Madame de la Sablière en avait même dans son salon. Ça, on le sait à cause des actes de décès, la liste de l'inventaire, elle avait des Indiennes. Donc, pour lui, quand il décrit ces tissus, il les utilise en général pour évoquer l'Inde en général, toute l'Inde. L'Inde est représentée dans ces tissus. Il décrit par exemple Aurangzeb en disant « Le roi paraissait assis sur son trône, magnifiquement vêtu. Sa veste était d'un satin blanc aux petites fleurs, relevée d'une fine broderie d'or et de soie. » Toile d'or, etc. Donc la richesse de l'Inde se voit dans ces tissus. Et l'empereur moghol en donne aussi, ce sont des cadeaux diplomatiques parce que ça représente l'Inde. Ce n'est pas seulement de la soie, c'est aussi des cotons. Mais une civilisation qui avait la capacité de faire des tissus avec de l'or et de l'argent, c'était quand même une civilisation assez importante et cultivée. Et ça, c'est l'empereur sur son trône. Bernier parle par exemple, du sérail. Il évoque le sérail avec des tissus. Ces descriptions sont faites pour plaire, mais aussi pour bien montrer ce que c'était que cette culture. Même les tentes, et c'est ça qui est incroyable, même les tentes que l'empereur et l'armée utilisaient pour se déplacer étaient doublées d'indiennes. Comme il dit, ces canaques sont d'une toile forte qui est doublée d'indiennes ou toile peinte. Et ce n'était pas seulement des imprimés, c'était des toiles peintes, souvent. Au milieu d'un côté, et ce n'est pas seulement la royauté, tout le monde avait ces tentes. Doublées d'indiennes au pinceau, ce beau travail qui représente 100 sortes de fleurs différentes. Quelques-uns sont doublés. Mais imaginez ça, les tentes que Louis XIV avait sur les champs de bataille n'étaient pas exactement comme ça. Fascinant. Voilà, ça c'est l'intérieur d'une tente. Ça c'est le genre de toile peinte. Alors c'était pour les Français, c'était incroyable. Et ces tissus, ces cotons surtout, étaient ce qu'on importait le plus. C'était ça qu'on utilisait pour financer finalement les voyages. C'était pas seulement un goût pour les Indiennes, pour les tissus. Finalement, ça s'est transformé
un goût pour l'Inde, finalement, pour cette diversité, pour cette beauté, ce luxe. Beaucoup de femmes, surtout, aimaient bien les Indiennes, ces cotons. Et le Mercure Galant, qui était le journal à l'époque, a écrit, par exemple, des articles. Tout ce qu'il y a de femmes de qualité portent des étoffes, or et argent. Je dis robe de chambre parce qu'on ne porte presque que des Indiennes. Mais ces Indiennes sont si bien faites. Les Indiennes sont d'un règne plus que jamais. Les dames les portent toujours de la même sorte, les bourgeoises aussi. Le goût est devenu si universel qu'on en use non seulement en habits, mais en toutes sortes de meubles. Donc, tout le monde adorait les Indiennes. Là, c'est quelques exemples. Et je ne sais pas si vous avez lu récemment ou écouté récemment le Bourgeois gentilhomme de Molière, mais il y a ce moment, c'est le premier moment où Molière entre en scène, où le bourgeois gentilhomme entre en scène, et il dit « Mais comment trouvez-vous cette Indienne-ci » Exactement en même temps. Donc, bourgeois gentilhomme, c'est 1672. Il était ami de Bernier. Donc, ce texte, ce n'est pas seulement sur les bourgeois, c'est aussi sur les Indiens. Alors, ça, c'est une robe de femme. Ça, c'est un exemple des tissus peints, des toiles peintes. Et là, on voit qu'on pouvait se faire une idée de cette civilisation. Pas seulement, ce n'était pas seulement pour le décor, ce n'est pas seulement des fleurs. Et là, c'est un peu plus près. Donc, une civilisation qui consacre de tels efforts à ses créations et avec un tel succès est donc digne d'admiration, de respect et même d'envie, peut-être. En même temps, qu'est-ce que l'Inde voulait de l'Occident? Rien. Rien. L'empereur moghol ne voulait que l'or et l'argent. Cette civilisation n'avait pas besoin, cette culture n'avait pas besoin de ce qu'on avait. L'exemple parfait, c'est même début du XVIIe siècle, Thomas Roe, qui était envoyé par l'Angleterre, est allé, il avait des tableaux, etc., pour montrer à l'empereur Jahangir la civilisation anglaise, et Jahangir lui a dit je peux facilement faire ça par mes artisans. Revenez demain, je vais faire une copie. Et puis, il est revenu, et Jahangir lui a montré les deux portraits, ne pouvaient pas distinguer l'un de l'autre. C'était assez choquant. Mais ça montre bien que l'Inde n'était pas l'Inde qu'on a tendance à penser, l'idée qu'on a d'habitude. Ce goût pour l'Inde, ce goût pour les Indiennes, n'était pas au goût de Louis XIV, évidemment. Donc, et même François Bernier, dans ses textes, sentait que ça pouvait peut-être être un problème. Parce que quand il décrit, par exemple, le Taj Mahal, il dit « Je ne sais pas bien encore si je n'aurais point le goût un peu trop indien, mais je crois qu'on le devrait plutôt mettre au nombre des merveilles du monde. » Et il dit aussi qu'il appréhendant de m'être corrompu le goût en me l'être fait à l'indienne. Il n'est pas le seul. Donc Louis XIV, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'interdire les indiennes. 1654 et 1684 et 85. Sa Majesté défend à toute personne de quelque qualité et condition de les exposer, ni vendre aux particuliers d'en acheter, complètement interdit. Mais ce n'est pas seulement qu'il interdit l'importation des toiles peintes et des indiennes. Il décide ensuite qu'on ne peut même pas faire venir les blanches pour être peintes en France. On ne peut même pas
les copier parce que ça ne peut servir qu'à d'autres usages que pour être peint. Alors, ce n'est pas très logique, parce que si on veut profiter du goût, pourquoi pas permettre au moins à l'industrie textile en France de les copier? Non. Est-ce que c'est interdit? Il y avait 2 arrêts et 2 édits et 40 arrêts en 20 ans. Il était constamment en train d'essayer de le faire, Louis XIV. Ça n'a pas marché. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que les femmes ont dit, mais non, c'est ridicule, c'est magnifique, on les aime beaucoup, donc on va continuer à les mettre. Le duc de Saint-Simon, c'est à la fin du XVIIe siècle, dit « La mode des toiles peintes a prévalu sur toute règle et toute raison. Les plus grandes dames et les autres, en imitant leur exemple, les portent publiquement et partout impunément avec le plus scandaleux mépris public pour les défenses contre elles. » Ça montre quand même que les femmes avaient pas mal de pouvoir. Bon, d'habitude, comment est-ce qu'on interprète cette interdiction de Louis XIV? On dit que c'était pour protéger l'industrie textile en France. Mais ce n'est pas logique. Et ce n'est pas comme ce qu'on faisait dans les autres pays. Parce que les autres pays, au moins, ont continué à faire importer les toiles blanches pour les imiter. Louis XIV voulait plutôt supprimer, à mon avis, le goût pour l'Inde et ce que ces toiles représentaient. Le goût pour l'Inde elle-même, pas seulement le goût pour ses tissus. Et tout ça, c'est vraiment une réaction qui est unique à la France. D'autres pays n'ont pas réagi de la même manière. Cette guerre des étoffes, que j'appelle, reflète donc le désir de Louis XIV de combattre un goût pour un pays qui était vu comme un exemple aussi de liberté religieuse, de richesse, un monde à imiter même, un concurrent à lui qui voulait être le seul à imiter, surtout en matière de goût et dans l'esprit de ses sujets et même dans ceux de l'Europe. Ces couleurs vives, ces imprimés floraux, exotiques, reflétaient et transmettaient un désir de liberté, d'originalité, de diversité. Et au XVIIe siècle, le penchant pour ces tissus remettait en cause l'autorité de Louis XIV et offrait un modèle différent du goût. Et tout ça était trop indien pour le goût de Louis XIV. Bon, alors, pour conclure, ces exemples de conversation, comme celle des toiles peintes et la religion et les femmes, servent à illustrer que l'Inde exerçait une influence particulière sur les esprits en France. Ces conversations, ces échanges érudits et conviviaux ont profondément façonné l'imaginaire qui s'est développé autour de l'Inde et en France et à l'étranger. Et elle nous souligne l'importance de lire des textes dans leur contexte linguistique et historique. Tout pays occidental n'a pas le même rapport avec tout pays oriental. L'Orient est donc composé de pays très différents les uns des autres. En reconstituant un contexte plus élaboré de la rencontre entre la France et l'Inde au XVIIe siècle, différents textes, différents publics, différentes façons d'interpréter, de lire le passé, on aperçoit mieux cet imaginaire. Le regard de Bernier a été influencé par son contexte et son public a compris ces textes dans leur propre contexte. Dans un ère, dans une période, maintenant, je suis toujours en train de me plaindre de ça, où de plus en plus on lit des textes complètement décontextualisés en ligne, seuls,
on fait des recherches, non pas dans les archives, mais en lisant des textes seuls devant un écran où tout est aplati, je pense qu'il est d'autant plus nécessaire d'essayer de reconstituer ces conversations du passé et de faire revivre non seulement les mots, mais les pensées, les expériences, les contextes des textes. Tout ça, c'est une histoire aussi variée et aussi colorée et même surprenante que les Indiennes. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a sans doute il y a sûrement des questions dans la salle. Donc, je vois une. Bonjour madame. Je suis allé en Inde pour la première fois en 64 et deux ou trois fois depuis. Et j'ai toujours été fasciné dès 64 par la tenue des femmes, la beauté que ça leur procurait, qu'elles soient pauvres. On ne distingue pas les pauvres des riches. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur les Indiennes, sur les tissus, était exactement ça. Même les femmes, par exemple, qui sont... je me souviens quand on était à Pondichéry, justement, j'ai vu les femmes qui étaient en train de laver leurs vêtements dans une petite rivière. Elles étaient habillées, elles avaient une fierté et une beauté. Oui, surtout les tissus font partie justement de cette façon de se comporter, mais aussi de voir le monde, de concevoir sa place dans le monde. Les femmes étaient, même 17e, 18e siècle, surtout 17e, 16e siècle, les femmes en Inde avaient énormément de pouvoir pour la vente des tissus aussi. Donc, les marchands avaient à ménager, à parler avec souvent les femmes par intermédiaire. Et souvent, les voyageurs, les marchands n'avaient pas trop, justement, être contraints de négocier, voilà, avec les femmes. Mais je pense qu'il y a ça aussi, ça crée un lien, j'en parle dans le livre, ça crée un lien entre les femmes en France et les femmes indiennes, justement cet intérêt pour les tissus, pour et voilà, la puissance de la négoce, justement. Oui. Est-ce qu'elles ont tendance à s'européaniser aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elles conservent ces traditions? Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça existe. On aime toujours les tissus de plus en plus. L'artisanat, comme partout, est en train de disparaître un peu. Mais il y a aussi même des femmes couturières, par exemple, qui sont mises à sauvegarder ce patrimoine, parce que c'est vraiment considéré comme un patrimoine. Ça avait été beaucoup détruit par les Anglais à la fin du 19e, 20e siècle. Donc, je pense qu'il y a un effort quand même de renouveler beaucoup de cet artisanat. Mais pour les fêtes, même les jeunes continuent à s'habiller quand même. Donc, il y a cet intérêt, je crois.
Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Vous nous avez parlé donc de l'influence des textiles indiens sur l'art de vivre en France à la fin du XVIIe siècle. Est-ce qu'on sait quelque chose des liens qu'il aurait pu y avoir dans le domaine de l'architecture et des jardins? On peut penser à des comparaisons. Enfin, vous disiez que le Taj Mahal a été construit 30 ans avant Versailles, mais en fait c'est presque la même époque que Vaux-le-Vicomte. Et en fait, dans cette architecture assez symétrique qui fonctionne avec des plans, on peut aussi voir des points communs entre l'architecture moghole et l'architecture classique française. Et est-ce que ça c'est documenté? Est-ce que vous avez pu lire des choses à ce sujet? Voilà. Ça c'est fascinant. Il y a certainement une influence. Justement, j'allais. Voilà. Ça c'est un Sheesh Mahal. Tous les palais à l'époque en Inde avaient des Sheesh Mahal qui étaient des salles qui étaient entourées de miroirs, mais complètement de miroirs. On n'avait même pas besoin de lumière. Donc, on mettait une bougie et tout brillait. Et puis, il y avait des passages d'eau, etc. Donc, c'était rafraîchissant en plus. Et il me semble, je crois, que Louis XIV était un peu inspiré par ces Sheesh Mahal quand il a fait dans la Galerie des Glaces. Ce n'est pas indiqué. Évidemment, il a agrandi les miroirs, c'était les plus grandes, mais le fait est quand même similaire. Et ce qui est fascinant, c'est donc la Galerie des Glaces, la fin, ça date de 1686. C'est le moment où on a fini la Galerie des Glaces. Il s'en est servi 2 fois pour des réceptions, pour des diplomatiques. Et c'était uniquement pour Siam et pour Venise, donc les doges de Venise. Donc 2 fois, uniquement pour les diplomates qui savaient, qui connaissaient ces Sheesh Mahal. Et c'était à mon avis, c'était un peu pour les éblouir, mais un peu. Donc, les jardins, on a fait beaucoup d'études sur les jardins, parce que les jardins, surtout en Inde, étaient surtout l'eau, le Grand Canal, etc. Vaux-le-Vicomte, j'ai une amie qui a travaillé sur l'imitation par Louis XIV de Vaux-le-Vicomte. Ce qui est assez connu, mais on a tendance à penser que c'est Louis XIV qui était toujours à l'invention c'est lui qui a tout inventé. Mais dans ce livre qui s'appelle Vaux et Versailles, au lieu de Taj Mahal et Versailles, Vaux et Versailles, elle raconte comment Fouquet, qui était très ami, n'oubliez pas, avec La Fontaine, ce groupe, Sévigné, tout le monde était Bernier connaissait aussi Fouquet. Donc c'était un milieu où on aurait pu échanger des connaissances. Et il reste du travail à faire, mais certainement. Y a-t-il encore une dernière question? Oui, merci. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que représentants de la cour d'Angleterre n'avaient pas eu beaucoup de succès. Et en promouvant certains produits, vous évoquiez donc un tableau. Mais est-ce que l'on peut dire que Bernier, tout de même, a une certaine influence sur l'empereur? Sur l'empereur. Non. Non. On a des textes, donc Aurangzeb avait un historien, donc on ne parle jamais de la France. On ne parle pas non plus de Louis XIV.
pour l'empereur moghol, il faut dire que Louis XIV, j'en ai entendu parler, mais c'était pas ce qui l'intéressait. Donc c'était vraiment, à cette époque-là, c'est encore plus choquant peut-être, mais il y a un moment où Louis XIV n'a jamais envoyé d'ambassadeur en Inde. Donc pas du tout. Il a envoyé 2 marchands, Le Boulet, il s'appelle, et c'était un échec, mais vraiment un échec. Et il avait même demandé à Bernier et à Tavernier. Tavernier et Jean-Baptiste Tavernier est celui qui a acheté des diamants. Donc c'était le grand joaillier qui a acheté des diamants pour Louis XIV. Le diamant bleu, par exemple. Donc tout ça venait, n'oubliez pas que tous les diamants à cette époque venaient de l'Inde. Il n'y avait pas encore en Afrique du Sud, etc. C'était tous les diamants et l'empereur moghol, mais tous les souverains en Inde avaient des diamants. Et Louis XIV en voulait. Et voulait en montrer, etc. Mais il y a une citation donc, que j'ai trouvée qui dit « L'empereur moghol a plus de diamants que tous les autres royaumes du monde réunis. » Donc c'était on ne s'y intéressait pas tellement. C'est une très bonne question, mais et c'est fascinant d'y réfléchir. Comment penser l'Orient ou l'Occident par l'Orient. Prochain livre. Je crois avec l'aide de quelqu'un qui parle facilement ou parle bien le persan. Voilà. Je crois qu'on peut vous remercier pour ce très beau voyage